Au petit niveau où je suis aujourd'hui, beaucoup n'ont pas su que je devais être là. Beaucoup d'autres avaient vu comme un enfant qu'il fallait mettre de côté, qu'il fallait abandonner, qui ne devait jamais devenir. J'en ai qui me l'ont dit de face et qui aujourd'hui l'histoire a montré le contraire. Les gars, aujourd'hui, on est toujours au Texas. Et cette fois-ci, je vais vous faire rencontrer une autre pépite. Vous savez, c'est très important de partager les parcours des gens. Et ce gars-ci, c'est le gars de l'ombre. Le gars qui est connecté aux personnes les plus importantes de ce monde, que ce soit les présidents, les ministres, les hommes d'affaires super riches, les milliardaires, et qui tire les ficelles dans l'ombre. Donc aujourd'hui, il va nous partager son parcours qui a l'air glamorous comme ça, mais la réalité, c'est qu'il était sans abri. Il va nous dire tout ça. Et il va nous dire ce sont quoi les secrets pour partir de pratiquement rien et construire un empire. Là, on est chez lui, regardez le quartier. Regardez, c'est ridicule. Regardez, hein? Les petites, l'attention, hein? On est là pour les bonnes informations. On va donc à la rencontre de notre cher frère africain, Raoul! Hey, welcome to Houston, welcome to Houston. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Waouh! Bon, Raoul, une fois de plus, merci d'avoir accepté l'interview. Je sais que les gens comme toi, ce sont les gars de l'ombre qui ne veulent pas à tout prix. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Les gars qui sont dans l'ombre. Les gars qui ne veulent pas à tout prix être vus. Pour ceux qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, qui est Raoul? Raoul qui dit un jeune Camerounais qui se bat. Il pousse, il met la cale, il jongle. Chaque jour. Donc, je suis Camerounais d'origine, bien sûr. Ça fait pratiquement 15 ans et demi que je suis aux États-Unis. Wow. Je suis arrivé ici un peu plus jeune. Et aujourd'hui, déjà dans la ville de Houston, je suis membre du conseil du maire de Houston pour les opportunités d'affaires. You know, Office of Business Opportunity. Je suis le fondateur de WAC International, une compagnie qui fait dans le business development, ce que vous appelez en Afrique le lobbying. Et l'import-export management. Et puis, je suis aussi partenaire de CMB Group. CMB Group, c'est une compagnie dans la transportation, mobilité, renouvellement des parcs. Un peu comme en Côte d'Ivoire, on a fait changer avec Ivoire Taxi. Et depuis début de cette année, on est installé au Cameroun, à Yaoundé, à Douala. Wow. Pour essayer de pousser. Parce que la transportation aussi en Afrique, c'est quelque chose qu'on doit travailler sur ça. Oui. Et on essaye avec mon partenaire Zakaria, qui est tchadien d'origine. Et je viens nouvellement de lancer Keditech, qui est une entreprise dans la cybersécurité, tout ce qui est IT. Et c'est ça, quoi. Raoul est lourd. Hein. L'introduction, elle a pris quoi? 4 minutes? 4 minutes, mais c'est du lourd, c'est du lourd. C'est qu'on cherche. On cherche. Toi, tu cherches, tu pousses et tu mets la cale. Pousser, mets la cale. Quand ça descend, il pousse, il cale encore. Ça tu pousses, tu cales encore. Mais bon, avant d'arriver à autant de bonnes choses accomplies, est-ce qu'on peut parler un peu plus ou moins de ton enfance et de savoir comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une enfance difficile, une enfance normale? Qu'en est-il, quoi? Oui, il peut dire une enfance normale parce que j'ai souvent dit à mon père et à ma mère merci parce que je n'ai pas manqué. J'ai eu tout ce qu'un enfant devait avoir pour grandir. J'ai fréquenté dans de bonnes écoles jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai été cet enfant, on disait que le délinquant. C'est toi, tu étais le délinquant de la famille. Entre guillemets. Et au petit niveau où je suis aujourd'hui, beaucoup n'ont pas su que je devais être là. Beaucoup avec prédit. C'est pour ça que j'aime dire souvent, quand je vois des parents qui ont des enfants un peu turbulents, you know, je dis toujours que vraiment, il ne faut pas abandonner l'enfant là parce que j'ai cette histoire. Et moi, j'essayais de me battre. Quelque part aussi, il y avait la puberté. On essayait, les femmes et tout ça, la fête. Et parfois, on essaie de se dérouter. Et je crois que c'est parfois là où certains parents ne réussissent pas à comprendre, à regarder. Donc, j'ai eu ce moment. Et je dis toujours beaucoup merci à mes parents parce que tous ont cru en moi en ce moment.
essayé de me recadrer. Beaucoup d'autres avaient vu comme un enfant qu'il fallait mettre de côté, qu'il fallait abandonner, qui ne devait jamais devenir. Hein. J'en ai qui me l'ont dit de face. Ok. Et qui aujourd'hui, l'histoire a montré le contraire. J'ai fait Saint-Michel jusqu'en 2003, on m'a renvoyé. Au cours de l'année à Max. Au cours de l'année. On m'a envoyé beaucoup de turbulences. Et puis, mon papa m'a envoyé à Bafoussam. Là. Tu sais, à l'époque, c'était quand tu étais un peu turbulent à Douala, on t'envoyait. Et puis, on t'envoie. Mon papa m'a envoyé à Bafoussam. J'ai eu le probatoire, je suis venu à Douala. Okay. J'ai eu le bac à Saint-Charles-Borromée. J'ai commencé à l'université de Douala. Heureusement, j'ai gagné la loterie américaine qui m'a amené aux États-Unis. Tu disais même un truc sur ta famille tout à l'heure. Écoutez, hein, regardez. Non, je conseille aux gens toujours de jouer parce que nous sommes 4 dans ma famille qui avons joué. C'est pas qu'on connaît quelqu'un, c'est pas qu'il y a un réseau, chacun a joué. 2 ans après moi, ma petite soeur, 2 ans après mon grand frère et mon petit frère a joué 9 fois. Avant d'avoir. Mais vous avez tous su. Comme ça. C'est pas possible. Pas qu'on connaît quelqu'un, juste le jeu. C'est pour ça que je conseille aux gens toujours de jouer parce que ça change beaucoup de vie. Moi, je sais pas, je me demande toujours si j'étais, avec la période que j'avais au Cameroun avant de voyager pour la loterie américaine, je sais pas si j'aurais eu peut-être cette opportunité que j'ai aujourd'hui. Et c'est le meilleur moyen de voyager légalement, sans passer par les eaux, la mer et tout le reste. Et puis donc, je suis arrivé aux États-Unis en décembre 2008, jusqu'en Barack venait de gagner, en pleine crise. Comme chacun a son histoire, j'avais $160. 160 $? Oui, $160 sur moi. J'avais à travers... Parce que quand je gagne le terme, je ne connais personne aux États-Unis. Tu ne connaissais personne quand tu arrivais? Ouais. Je ne passe pas des contacts qui me met en contact avec quelqu'un qui... il y avait un papier qu'on appelait à l'époque la FIDA Fit au support. Maintenant, ils n'ont plus ça. Il te fallait avoir ça pour voyager, pour qu'on te donne le visa. Donc, on me met en contact avec quelqu'un qui accepte de m'héberger, il me signait ça, mais qui me donne aussi, qui me dit que je dois lui envoyer l'argent. Donc, j'essaie d'envoyer l'argent. Mais quand j'arrive aux États-Unis, ce que beaucoup de personnes vivent, ils essayent de vouloir prendre le crédit à mon nom. Ouais, mais malheureusement, parce que pour moi, il était même bête, donc, parce que je venais d'arriver. Si tu es aux États-Unis depuis, tu sais que tu ne peux pas faire ce genre de choses avec un social. Il y avait 2 mois aux États-Unis. Et puis, ils essayaient de me conserver à la maison. Je ne voulais pas que je me batte. Sa philosophie, c'était que non, quand les gens arrivent, il faut d'abord les laisser à soi. Et c'était à Atlanta. On habitait là à Douglasville, qui était pratiquement à 45 minutes de downtown Atlanta. Il fallait conduire. Et finalement, je me suis séparé de lui avec des problèmes. Je suis quitté de là. C'est quoi, c'est le délinquant, toi, qui est ressorti? Justement. Et c'est même ça qui m'a aidé aux États-Unis parce que j'avais déjà cette vivacité. Et de connaître le dehors, tu vois, comparé à certaines personnes. Donc, je me rappelle, mes parents, ma mère m'envoie de l'argent venant du Cameroun. J'appelle une maman qui est à DC. Je lui demande si elle peut m'héberger, qui était une amie à mon père, où mon père m'envoie là-bas. Mon père l'appelle, elle accepte de me donner son canapé. 2 jours de bus en route. Et j'arrive, elle m'héberge. Je dors sur le canapé au salon, où c'était vraiment beaucoup. Elle m'a vraiment beaucoup aidé dans cette période. Et j'obtiens un boulot à McDonald's. Je travaille à McDonald's, je crois que c'était 15h, 23h. Donc je travaille à McDonald's. Après ça, bon, le Maryland, DMV ne me plaît pas. Je veux aller ailleurs. Je n'aime pas le froid. Et puis la ville. Donc j'ai un ami, un frère, Joël, avec qui j'ai grandi au pays, qui est en Louisiane. Il me fait venir en Louisiane. J'arrive en Louisiane, je constate qu'il n'y a pas de boulot. Tout le monde, c'est des enfants. Mais toi, tu as bougé beaucoup ici aux États-Unis. Hein? Tu es à 3-4 États. Oui, tout ça, c'est en pratiquement 5 mois. Waouh! Je cherchais, on se bat, on était au fond. Et donc, après ça, j'arrive en Louisiane, je constate qu'en Louisiane, en fait, c'est juste un milieu étudiantin. Il n'y a pas, Louisiane, c'était au niveau Grambling. Washington, c'est juste les étudiants. En fait, c'est des gens où on envoyait l'argent du pays pour fréquenter et payer tout ça. Mais moi, ce n'était pas le cas, il fallait que je crée. Donc, à ce moment, il y avait un Marocain qui avait un endroit où il changeait les roues de voiture. Et bon, il décide de me prendre là-bas, mais pas qu'il me donne le boulot. Donc, je viens de temps là-bas travailler, je change les roues de voiture à son boulot. Je fais pratiquement 3 semaines, il ne me paye même pas.
Mais j'ai fait comment? Je cherche, il faut manger même chaque jour. Mais au moins, il savait qu'au boulot, là où j'étais avec lui, je mangeais chaque jour. Wow. Yeah, donc, même s'il ne me payait pas, je savais au moins que je devais manger. Parce qu'au boulot, il devait donner à manger. Donc, 3 semaines après, je constate qu'il ne m'a pas donné de l'argent. J'appelle une autre amie parce que Houston, on me dit que Houston est à côté. Et je regarde, je vois que Houston est un peu la ville. J'appelle une autre amie. Je lui demande si tu peux me chercher quelqu'un à Houston qui peut me donner même son canapé, même pour un bout de temps. Elle me dit, ouais, elle me met en contact avec quelqu'un. J'arrive, je vois le Marocain qui travaille, je lui dis que, gars, moi je vais à machin. Je lui demande même que je m'aille voir mes parents qui sont là. Parce qu'il veut qu'ils me donnent là. Soit il me donne $150. Je prends les $150. Le bus, c'était dans les 100, je crois que c'était 104 comme ça, je ne sais plus trop. Je prends le bus, je viens à Houston, je viens chez le gars chez qui il est avec son frère, ils sont à la maison. Je dors sur le canapé au salon, le temps de chercher. En temps, je sors, je marche partout là, sur West Ham, là-bas, en train de chercher les boulots. Je cherche. Un jour, j'arrive quelque part, et puis Papa Dos, un truc de restaurant, les pré-cook en fait, qui préparent, on envoie dans les restaurants. Et c'était en 2008, donc, en fait, je suis arrivé en 2008, donc 2009, avec la pleine crise, la récession. Ah oui, la récession économique. Là. Ouais, dans les boulots, c'était pas aussi ça. Wow. Et au Maryland, quand j'étais au Maryland, j'allais laver les voitures. Il fallait se lever tôt le matin. C'était le first come first. Les premiers arrivés, ce sont eux qui travaillaient. Je lavais les voitures, là-bas, me donnait $5 l'heure. Parce que tu n'as pas le choix, puisqu'il faut vivre. Ça, c'est ce que je faisais au Maryland. Donc ici, j'arrive, le monsieur me dit que, le papa me dit qu'ils ont le boulot, mais ça fait mal au dos. Et tout ça, est-ce que je vais travailler? Il y a un truc qu'on porte au dos. Il dit que même mon frère. Et l'autre là, c'est pas un point. Il me demande que tu veux commencer. Il dit que même là, tu me dis. Il dit, ah bon, il dit que ouais, même là. Donc du coup, on me recrute là. Je commence le boulot directement, sur place. Ouais, il était un truc comme 11 heures. On m'a mis dans le chiffre de 15 heures. Wow. Ouais, il m'a dit que, en plus, tout ça, demain, tu vas juste m'apporter les papiers, ta green card sociale et tout ça. Donc, je commence le boulot sur place. Je charge les camions, Entre-temps, on m'avait parlé de l'armée. Moi, j'ai jamais aimé l'armée. Je vois l'histoire de l'armée, je dis que, mais... Moi, c'est tout le business, toute ma vie. Parce que j'ai aussi travaillé avec ma mère, qui est une femme d'affaires, avec succès. Donc, j'ai quand même travaillé aux côtés de ma mère. Ma mère, à l'époque, quand c'était pas quoi, elle voyageait, elle allait au Bénin, acheter les pagnes. Et tout, c'est bon vieux, lui, il était à l'hôpital à Quintini, là-bas. Donc, moi, ma passion, le business, c'est quelque chose. C'est inné, c'est pas... Ouais. Et donc, moi, je travaille avec eux là-bas, je cherche les camions et tout le reste. Bon, maintenant, tu sais qu'ici aux États-Unis, quand tu dois travailler 3 semaines pour qu'on te paye 2 semaines. Et entre-temps, il faut manger. Il faut prendre le bus pour venir chaque jour. Et même l'anglais, je ne parlais pas encore l'anglais parce que je n'avais pas les moyens pour payer les cours d'anglais. Donc, du coup, je trouve quelque part où on fait les cours d'anglais de volontiers, là. Les gens qui enseignent volontairement, où on me met dans un chiffre le matin. Ça, c'était où? C'était déjà ici à Houston, hier. Ah, okay. J'étais à 7 mois aux États-Unis. Wow. Ouais, j'étais en train de chercher. Et puis, je veux même prendre le test. Quand il dit qu'il veut prendre le test de l'armée, je ne parle pas l'anglais, je ne comprends rien. Wow. Ouais, et puis, j'ai jamais été intéressé par l'anglais même au pays. Je fuis les cours d'anglais, comme on dit. Et maintenant, je dois travailler de 15 h à 11 h, 23 h chaque jour. Donc, le matin, il faut partir. Il faut prendre le bus pour arriver. Bon, moi, je n'ai pas les moyens. Donc, quand je sors, je marche à pied. Pratiquement 30 minutes de marche pour venir au boulot. Et maintenant, rentrer le soir, s'il n'y avait pas un voisin, un collègue qui avait l'opportunité de me laisser pour me déposer chez moi, je marchais à pied. Je finissais à 23 h, donc j'arrivais chez moi peut-être dans les minuit, 1 h. Et le lendemain, j'avais trouvé un endroit où on faisait les cours d'anglais volontaires. Les volontiers, là, on ne paye pas, ils t'apprenaient le basic. Je devais être là-bas le matin à 8 h. Donc, je rentrais, j'arrivais à la maison à 1 h, à 8 h, j'allais là-bas, je marche à pied, je rentre encore là-bas. Et puis, je finis vers 11 h pour pouvoir marcher à pied. 11 h, c'est 23 h. Yeah, justement. Yeah, pour partir au boulot. Donc, j'ai essayé de jongler comme ça pendant pratiquement 2 semaines avant que 3 semaines avant que mon premier paycheck n'arrive qui me permet de prendre. Tu n'avais pas de revenus entre-temps? J'avais pas de revenus. Et le gars chez qui j'étais, je squattais, comme on dit souvent. Parce que donc l'histoire qui est terrible, et la vie souvent est terrible parce que le gars chez qui j'étais, c'était les jeunes étudiants qui on envoyait là. Donc lui, il s'est dit que, je ne sais pas comment
mon ami lui avait dit. Ça dit que je devais venir, je devais lui donner le loyer et tout ça. Ah. Ouais, et puis moi, à la fin du mois, il me demande, moi, je n'ai pas l'argent. Aïe. Et il appelle la police, on me met dehors. Aïe. Yeah. Mais la vie est terrible parce que 7 ans après, il était rentré au Gabon parce qu'il n'avait pas à fréquenter. Tu connais, quand tu ne fréquentes pas, on ne renouvelle pas ton visa et tout le reste. On est calé au pays. Et donc moi, quand j'arrive au Gabon, je suis arrivé au Gabon sur invitation du président, Ali Bongo. Et quand j'arrive au Gabon, je pose la photo, on lui dit. Celui qui t'avait mis, qui avait appelé la police là. Justement. On lui dit que je suis là. Et il dit, non, envoyer les gens de me contacter. Que c'est lui, que c'est lui. Mais il dit que même... Et puis honnêtement, à ce moment, je pouvais lui trouver le boulot au pays. Oui, très facilement. Justement. Très facilement. Je lui avais dit que voilà la vie. Parfois, tu fais les choses. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens. Il m'a dit qu'il a compris que je n'avais pas les moyens. Il m'a demandé 150. Et c'était comme la blague. Il m'a dit que non, tu dois partir. Il a pris le téléphone, il a appelé la police. Il a dit que non, il a quelqu'un chez lui et tout le reste, la police. Quand j'ai compris, je savais comment ça se passe. J'ai commencé à ramasser mes choses. Quand la police est venue, j'ai dit à la police que non, c'est pas ça. Je suis venu rester. Et, tu n'avais pas les moyens. Justement. Et puis, c'est lui qui m'a laissé être dans la maison. La roue tourne. La police m'a laissé. La roue tourne. Ouais, ça tourne. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. La police est venue, j'ai dit à la police que non, il m'a dit que non, comme ton nom n'est pas sur le loyer, contrat de bail, il faut que tu parles. Ouais, je sais. Et j'avais laissé même d'autres choses. Le lendemain que je suis venu, il avait déposé ça devant la porte. Hey. Tout, like, faut partir. Donc tu étais sans abri là? Oh, pendant pratiquement 2 jours. Hein. C'est pas possible. Ouais. Et j'ai un ami, à l'époque, c'était un peu qui était son ami, que jusqu'à aujourd'hui, hopefully avec ton émission, parce que tous les interviews que j'ai fait, j'ai toujours dit ça, il s'appelle Benjamin Matip. Si Benjamin Matip m'écoute quelque part, ou quelqu'un qui le connaît, je veux être en contact avec lui. Et la raison pour laquelle je dis pourquoi, parce que le soir où ce truc-là arrive, j'avais connu Benjamin derrière lui. C'est lui que j'appelle, qui vient me prendre. Et à l'époque, il habitait avec une Américaine. C'était Sago. Tu connais comment c'est souvent aussi compliqué. Donc, c'est lui qui vient me prendre, qui essaie pour cette première nuit de m'héberger avec mes sacs et m'aider à trouver une solution. Donc, c'est vraiment lui qui était là pour moi. Et j'ai essayé même de chercher sur Facebook tout le reste parce que c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup à dire merci. Reconnaissant. Donc, Benjamin Matip, il est de quelle origine? C'est un Bassa. Camerounais. Camerounais. Yeah. Si tu vois ça, il faut contacter Raoul. Yeah, je le cherche. Là, maintenant, c'est le moment. Là maintenant, Benjamin. Benjamin. Non, il va te contacter. Même si quelqu'un le connaît, je le cherche vraiment, vraiment. Parce que non, ne t'en fais pas. La vidéo va faire le tour. Ce soir, j'étais assis aux États-Unis, il y a pratiquement 8 mois dans les États-Unis, sans savoir où aller, sans savoir ce qu'il faut faire. Et il a été là pour toi. Il a été là pour moi. Vraiment, c'est quelque chose que... Parfois, quand je fais certaines choses pour certaines personnes, je dis, quand je pense à ces histoires, j'essaie d'aider comme je peux. Tu vois, parce que j'ai eu l'occasion des gens, j'ai hébergé chez moi, qui ont eu des problèmes, et disaient toujours que c'est pas parce que... C'est parce qu'il y a une histoire derrière ça, tu vois, que j'ai manqué cet abri aux États-Unis. Et après, je me rappelle, j'avais un compte Wells Fargo. À l'époque, c'était Wachovia. Et il y a un truc là que tu peux overdraw. Tu enlèves l'argent dans ton compte bancaire quand tu n'as pas l'argent. Tu overdraw, en fait. Oui, it's possible, right? Yeah. So, à l'époque, je suis allé dedans, il y avait un appartement dans le même complexe où le gars était. Et ils disaient que, ils avaient une publicité où ils disaient que 13 mois gratuits, un truc comme ça. 13 mois avec un mois gratuit. Donc, je pars dans leur voir. Oh, j'avais vu ça là-bas, je pars dans leur voir. Ils me disent que si ils signent le contrat de base de 13 mois exactement, ils vont me donner un mois gratuit. Je leur demande, est-ce que vous pouvez alors me donner le premier mois gratuit? Ils me disent que oui. Ils disent que ok, on peut te donner le premier mois gratuit. Maintenant, il faut payer les fees, processing fees, et tout le reste qui vont avec. Je m'arrête donc je mets ma carte, j'ouvre mon compte bancaire de $400 que je venais d'ouvrir. J'ai ouvert le compte bancaire et je suis allé, j'ai payé tous les fees qu'il fallait faire. Et j'avais un drap que ma tante m'avait donné quand je vois ce que j'ai jusqu'à présent. J'ai ce drap-là jusqu'à aujourd'hui que je n'ai jamais jeté. Parce que c'est un souvenir. Et donc ce drap, c'est ça qui m'a servi de lit pendant 3 mois. Parce que quand je vais, ils me donnent l'appartement avec un premier mois gratuit. Je prends le premier mois qui est gratuit. Je paye tous les filles, genre dans l'appartement, je n'ai rien.
Pas de marmite, pas rien, rien du tout. Je n'ai juste que ce drap. Je mets ce drap au sol et je dors sur ce drap pendant 3 mois. Wow. C'est pour ça que je n'ai jamais jeté ce drap jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours ça bien gardé. Wow. Et pendant ces 3 mois, je dors sur le drap. Mon premier salaire donc arrive, paycheck arrive. C'est là où j'ai réussi à acheter un peu de trucs où je vais manger chaque jour. Et que définitivement, je décide que non, je vais joindre l'armée. Là, je dis, ah, tu vas là, tu vas. Et que papa, c'est ici même qu'il est mourir. Avec toute la galère, que le stress que je suis en train d'avoir là, c'est ici même que je vais mourir. Et même mon premier matelas que j'ai aux États-Unis, je me rappelle, je sors de mon appartement et je suis en train de boulot, je vois quelqu'un a jeté le matelas. Et qui est? Donc la personne me fait a jeté le matelas alors que moi je suis en train de dormir sur le sol au pays. Je ramasse, je prends le matelas, je prends ça, je mets chez moi. Sinon, après 3 mois que je commence à dormir sur le matelas que j'avais ramassé dans la poubelle, que les gars avaient jeté dans le complexe pour qu'on vienne ramasser. Et dans l'un de mes premiers tests, je retire $60, j'achète le livre pour étudier, pour passer le test de l'armée LASVAP. J'étudie le test et finalement je passe parce que j'avais juste le problème d'anglais parce que quand j'allais, je faisais les scores de 4-5. Je ne comprenais pas. Et donc quand j'étudie, finalement j'ai un score de 61 parce qu'il faut passer avec 35. Ah, ok. Ouais, et j'en dans l'armée, ce qui n'était pas ma passion. Moi, j'ai su se saisir l'opportunité. Ça m'a vraiment mis sur les rails. Et c'était pas ta passion, mais j'ai vu plein de décorations dans ton bureau là tout à l'heure. Parce que j'ai essayé d'exceller dans ce que... Un bon Africain. Oui, hein. J'ai essayé d'exceller. La vérité, c'est que quand j'arrive dans l'armée, après 6 mois, je deviens superviseur. Normalement, ça prend 2 ans. Ouais, vérité. Histoire vraie. Après 6 mois. Parce que j'aime bien faire. Pour ceux qui me connaissent, si je suis avec quelqu'un ou je suis dans quelque chose, si je ne suis pas dedans, tu n'es pas dedans. Je ne suis pas dedans. Si tu me dis quelque chose 2 fois, sache que vraiment, je ne suis pas dedans. Pas bon. Donc, je de l'armée, et puis j'aime courir parce que je fais le sport tout le matin. Tout le matin, de lundi à vendredi, première chose, je fais le sport. Quand peut-être je n'arrive pas le matin, je vais faire le sport. Même quand je voyage, dans mes voyages, j'arrive dans les pays, je suis en train de faire le sport. Et naturellement, j'aime courir. Donc, j'ai eu beaucoup de trophées aussi, des compétitions fortes dans mes trucs qui sont là-bas, tu verras. C'est ce qui est... Et l'armée m'a vraiment mis dans le système. Ça m'a permis de stabiliser, on m'a affecté. Je suis allé en formation, je suis revenu, j'ai fini. Et quand je regarde aujourd'hui, going backwards, je dis toujours, la meilleure décision que j'ai prise aux États-Unis, c'était de joindre l'armée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de ces bénéfices dans ce que je fais. Ce profil est resté, ça m'ouvre beaucoup de portes. Le médical, je ne paye pas. Dès que je suis malade un peu, je m'en vais à l'hôpital, on me soigne. C'est tout que les factures, souvent viennent aux gens, scanner et tout ça. Donc, les il y a aussi l'aspect discipline dans ça. Ça a aidé quand même dans ce sens. Ça a renforcé peut-être. Renforcé, je peux dire, parce que discipline, parce que même quand je suis arrivé dans l'armée, j'étais souvent la personne qui prenait comme exemple, comme pour au niveau de la discipline. Mon père a toujours été très discipliné. Donc du coup, nous tous... Vous n'avez pas trop le choix que de suivre... Justement. Et la vérité, en fait, c'est que je réalise le rêve de mon père. Parce que son rêve, c'était d'être militaire. Ah, c'est vrai? Parfois, c'est la vie. Donc, le rêve était d'être militaire. Et il dit que sa mère ne voulait pas se passer. Elle disait que non, dans l'armée, on tue les gens et tout le reste. C'est ça qui fait que il n'a pas la même. Mais je réalise son rêve. Donc, d'une autre façon. Donc, quand je suis allé dans l'armée, en fait, il était fier parce que c'était ça. Même quand je sortais, c'était pas... Lui, c'était que, gars, il faut rester et tout le reste. Mais il disait que non, c'était pas ça. Et maintenant aussi, je réalise le rêve de ma mère, qui sont les affaires. Wow! Donc, j'ai réalisé le rêve de chacun des deux wow, parents wow. d'une façon ou d'une autre. En parlant justement des affaires, comment tu quittes donc de ça? En fait, je voulais même parler d'un truc avant de parler de ça. Yeah. Il dit qu'il a fait la guerre de l'Iran. L'Irak, j'ai fait la guerre d'Irak, 2000 en Operation New Dawn. C'est nous qui avons fini, c'est nous qui avons fermé le gate, comme on dit, la dernière génération. Bon, on ne va pas entrer dans ça, parce que je commence à avoir le traumatisme dans les yeux. Non, les gens m'ont toujours on va avoir le traumatisme, qu'on appelle ça comme ça. Les gens m'ont toujours posé la question, c'était comment, c'était comme ça. I mean,
c'était une expérience. Malheureusement, certains n'ont pas eu l'opportunité, le blessing de revenir. Moi, je pense que c'était leur jour. C'était nos collègues dont on essaie d'honorer chaque année. Même souvent, on me demande, est-ce que tu as tué? Bon, il y a des secrets professionnels qu'on ne donne pas aussi. Souvent. Mais bon. Maintenant, tu as dit comment pour les affaires switch. Oui, comme ils switch là. Un bon politicien, on va continuer. Oui, comment ça s'est fait la transition? Déjà, à la base, comme je dit, ma passion, ça a été le business. J'ai toujours même dit, quand j'étais petit, je fréquente pour avoir la connaissance. Mais moi, c'est les affaires. Et ça, toujours. Moi, j'étais le gars que mes chaussures, j'achetais, je revendais. Donc, moi, je marche et tu me dis que, gars, la chaussure, si tu me plaît, que, tu as combien? Dès que tu fais là, j'enlève, je te donne, tu me donnes mon argent, je rentre, après, je danse et tout ça. Donc, même quand j'arrive aux États-Unis, j'ai tout un cahier rempli de projets. Il est vraiment rempli de projets business. Mais c'est que je vois aussi la réalité. C'est qu'il faut d'abord se stabiliser, il faut apprendre l'anglais et tout le reste. Et il y a un truc, je montrais à mes amis parce que j'ai un cahier qui avait le projet, que j'écrivais mes projets dedans avant d'arriver aux États-Unis. Et quand je déménageais de l'appartement pour la maison, quand j'ai acheté cette maison, je regardais maintenant qu'est-ce qu'il faut jeter. Et j'ouvre dans mon cahier de projet là, pour dire que non, maintenant c'est même le temps qu'il faut que je revende. En 2011, je voulais faire vendre, on appelle quoi ça, les hand sanitizer là, le gel antibactérien là. Il y a le gel où c'est, je ne vais pas dire, il y a un nom là. Où c'est hydroélectrique, pas hydroélectrique. Le gel, les hand sanitizer là. En 2011, je voulais faire venir ça au pays pour vendre. En 2011? 2011. En 2020, il y a eu Corona. Et qui a été un grand marché. Très grand. Pour ça. Ouais. Mais la plupart, justement, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, imagine que si j'avais réussi ça à l'époque. Ça. Et qu'en 2000, parce que beaucoup de personnes ont fait la haine à ça. Oui, ici, oui, j'en connais. Justement. Beaucoup. Yeah. Donc, imagine donc à 2000, j'avais réussi à apporter ça au pays. Mais c'est que j'ai beaucoup d'argent aujourd'hui. Il se sous-estime. Il veut jouer aux hommes, là. Donc, le business, en fait, pour moi, ça a été toujours cette passion de pouvoir créer. Et puis, quand je suis entré dans l'armée, j'ai 23 ans, je dis, bon, si je suis dans l'armée, prends mon comptable. Parce que tu signes 8 ans, et puis tu as 4 ans actifs, 4 ans réserve. C'est la manière dont toi, tu essaies de faire, mais c'est 8 ans. Tu peux faire 6 ans actifs, en plein temps. Et réserve. Moi, j'avais besoin, je suis parti en... Et puis, j'ai aussi fait la frontière Mexique, États-Unis au niveau du Texas. Ouais, pour stopper les immigrants, la drogue, c'est toute une autre réalité aussi là-bas. Donc, quand je décide que, OK, j'entre dans l'armée, j'ai 23 ans, il m'a fait les mics, mais 23 ans, ça veut dire que si il signe même 4 ans là qu'il n'est pas, ça veut dire que si il sort de l'armée, j'aurais 27 ans, il n'aurait pas encore 30 ans. Donc, ça veut dire que je peux recommencer maintenant, aller me lancer dans les affaires. Exactement, donc je sors à 27 ans, je rentre dans les affaires. Je crée ma compagnie, que j'avais déjà toutes ces idées. Mais naturellement, dans les affaires, après sortie, il faut maintenant encore essayer de chercher. Mon premier péché, quand je commence les affaires aux États-Unis, c'est après 2 ans. Genre mon premier deal qui a vraiment... rapporté quelque chose. Rapporté, je me rappelle, c'était $10,000. Après 2 ans. Sans compte. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Et je me rappelle à l'époque, j'ai une fille aujourd'hui. Ma fille venait de net. C'est autre chose, hein? Justement, il y a le décret, les responsabilités. Mais j'ai eu des moments où même le loyer, je n'arrivais pas à payer. Mais les gars étaient déjà venus me dire que tu n'as pas payé le loyer. J'étais allé à 2 mois et demi, 3 mois. J'ai négocié avec la manager que ouais, c'est ça, et qui, somehow, elle m'a écouté. So, j'ai traversé cette... Et puis, et durant même les 2 ans, la première fois que j'ai eu une invitation pour la Maison Blanche, je me rappelle, je venais commencer le business, j'avais rencontré une dame et qui s'est rappelé que je parlais français et qui m'envoie un message un jour, il y a une invitation pour la Maison Blanche. Je veux dire, à l'époque, c'était François Hollande qui était le président. François Hollande arrivait aux États-Unis
Et ils organisent un événement à la Maison Blanche de Southland, et puis avec le dîner d'État et tout le reste. Je venais, c'était en 2014, février 2014. Je me rappelle parce que mon anniversaire, c'est le 10 février. Et puis, je suis arrivé, c'était le 11 février 2014. Je suis sorti de l'armée le 18 janvier 2014. Et je reçois l'invitation. Je venais de commencer tout. J'avais créé toute ma compagnie, lancé tout, je n'avais plus l'argent. J'ai l'invitation, un truc de la Maison Blanche. Je vois toute l'opportunité qui vient avec. L'invitation que le président Barack Obama vous invite pour l'arrivée de François Hollande. Il dit, mais ça, c'est une opportunité, mais je n'ai pas l'argent. Mais j'ai un agent à l'air. Comme on dit sur le pays, un agent à l'air. Il faut expliquer pour les noms camerounais. C'est quoi agent à l'air? J'ai quelqu'un qui m'avait promis un chèque de $2000 avec qui j'avais traité un truc qui devait me donner un truc comme $2000. Mais je n'ai pas le truc. J'attends ça, que j'arrive, ça n'arrive pas. J'attends que ça arrive, ça n'arrive pas. J'appelle donc un Américain, gars, j'ai une huge opportunity ici qu'il doit partir. Est-ce que tu peux me prendre un billet d'avion de Houston pour Washington? Même juste aller, je vais te remettre ça après. Le gars dit que, gars, moi, il ne peut pas, il laisse. Je m'arrête de voir, j'avais mon voisin, Carole, qui était à l'école à l'époque. Je lui ai dit que, gars, tu sais quoi, prends-moi $100, pardon, il va là d'ici. Il y a ce truc-ci là, je le montre. Et quand il y avait sur moi, il y avait $4. Raoul. So, il me prête les $100. Et je m'en vais au Greyhound prendre le bus. Okay. Le bus, c'est 2 jours. Pour arriver à DC? Yeah, de Houston à DC. Wow. 2 jours de bus. Wow. Et je me retrouve en ce moment avec $104. Et le bus, c'était 95, 25, un truc comme ça. Je m'en vais à Walmart. Il y avait les petites boîtes de Nutella là, qui étaient dans les $2,35, si je me rappelle encore. Et Fiesta vendait les pains 3 à $1. Donc j'achète le bus, le billet du bus, $95. Je m'en vais à Walmart, j'achète une boîte de Nutella. Je m'en vais à Fiesta, j'achète les pains. J'avais acheté au total, je crois que ça devait être 6 ou 4 comme ça, je ne me rappelle plus trop. Je crois qu'ils vendaient 4 à 3. Tu étais calé pour tes 2 jours, le pain chocolat. Pain chocolat, je prends une bouteille d'eau, je prends mon sac à dos, je mets ma veste dedans. Et puis, je savais qu'il me fallait juste arriver à DC parce qu'il y avait ma soeur, il y avait les gens à DC. Oh, okay. Ma petite soeur vivait là-bas, qui venait d'arriver. Donc, je savais qu'au moins, je devais manger. Je savais que je devais trouver où manger à DC. Okay. Mais il me fallait juste arriver. Donc, je prends tout ça. J'ai ma bouteille d'eau. Il y avait peut-être 3 bouteilles d'eau que j'ai prises de chez moi. J'ai mis dans le sac. J'ai mis ma veste, j'ai mis ma chemise. J'ai acheté ma boîte de Nutella. J'ai mis dans le sac. J'ai fait mes 2 jours en route. Pendant ces 2 jours, j'ai mangé le pain au chocolat. J'ai bu de l'eau. Jusqu'à ce que je sois arrivé à DC. Et je suis arrivé à DC. Mon anniversaire m'a trouvé dans le bus le 10 février. Je suis arrivé à DC le matin, très tôt le matin. Le bus arrivait vers 2 heures comme ça. Un ami est venu me prendre. Et puis je suis allé à la maison. Je me suis lavé le lendemain matin. J'étais à la Maison Blanche. Tout piqué. Très chaud. On pouvait même pas imaginer. Très chaud. Ce parcours, il est passé quoi. Très chaud. Wow. Et j'arrive à la Maison Blanche. Je fais beaucoup de bons contacts. Parce que tous étaient là. Barack Obama, Michel, John Kerry, François Hollande, Susan Rice. Et c'est là où je commence à... Parce qu'après ça, ils nous ont amenés, on a un peu baladé avec la Maison Blanche, il y a eu le dîner d'État. C'est là où j'ai réussi à créer des contacts. L'un des gars qui travaille avec John Kerry. Et je me retrouve là. Dans le réseautage, quoi. Tu arrives là, tes objectifs sont précis. Yeah. Réseautage, tu prends les cartes, Et j'ai eu un cas une fois, parce que... Et quand on me parle même de réseautage, parce que même avec ça aussi, j'investissais beaucoup dans mon... C'est ça aussi qui m'a permis d'avoir un bon réseautage. J'investissais beaucoup, je payais ici, je payais là-bas, je payais des billets d'avion, parce que je voulais construire. Je disais souvent à une amie que je ne veux pas être juste cet homme d'affaires, je veux être cet homme d'affaires influent et puissant. Et j'ai compris que ça fait partie aussi des affaires. Moi, je me rappelle, je suis allé à un événement. Durant le sommet États-Unis-Afrique, je reçois une invitation en 2014. Je reçois une invitation avec un truc de USCDA. Il faut payer $400 pour être dans la salle. Et ça, c'est la période de... Ouais, $400. Et il fallait d'abord avoir l'invitation. Et je paye mes $400. Et ça, c'est la période où je te dis que je ne mange pas bien, en fait. Et je paye, j'arrive là, je rencontre le consul de la Turquie. Oh, on parle de l'Afrique et tout ça, ça passe, il m'invite, je viens au bureau et puis on développe une relation.
Maintenant, il y a un cas. Je ne vais pas donner le nom de la personne. Une célébrité très connue, très powerful. Tu vas me dire après. Je vais te dire après. Ok, c'est drôle, là. Il y a le G20 qui se passe en Turquie. Ok. Et à l'époque, je cherchais à travailler avec lui. Un de ces gars, on a travaillé, que j'ai aidé même à travers mes lobbies, qui s'est retrouvé à travailler avec lui. Il veut partir au G20. Ils sont en Turquie. Tous sont en Turquie. Je ne vais pas dire ce qu'il faisait en Turquie, parce que si elle dit ce qu'il fait, les gens vont savoir. C'est compliqué, ok. Yeah. Et ils essayent par leur moyen de partir, ça ne donne pas. Et ils m'appellent. Finalement, ils m'évitaient parce qu'en fait, je l'avais aidé à aller dans le carnaval. Et puis maintenant qu'elle est allée, elle a commencé à manger, il m'a mis de côté. Donc, il t'a oublié. Tu connais, il m'a oublié. Les Camerounais, comment on fait souvent. Et il me dit que, gars, voici en fait, le gars veut partir, ça a une bonne opportunité. Je reste à Houston à travers justement le consul de la Turquie qui était ici, qui était chef de protocole du président Erdogan à l'époque, avant de venir à Houston. Je passe par lui et l'invitation sort. Moi, j'étais à Houston, à distance. Et là, il est parti au G20. Ça a circulé. Le G20, on n'invite pas tout le monde. Même les présidents. C'est très restreint, ouais. Justement. Ouais. Il est parti, les photos ont circulé. Et ça a aidé même son image, parce qu'à ce moment, il avait une très grande histoire qui chauffait et tout le reste. Mais en fait, c'est que, mon point, c'est que, vous voyez, j'ai payé les $400, je suis dans la salle, j'ai rencontré le consul de la Turquie. Et puis, à travers ça, j'ai pu résoudre le problème du gars. Moi, j'étais à Houston. Je n'ai pas son agent. Hein, parce que lui, il est multimillionnaire en dollars. Célèbre mondialement. Mais c'est moi qui étais la personne qui le met... En contact avec... Qui le met dans la salle. Il est dans la salle. Tu vois un peu? Et c'était à distance. Et j'étais à Houston, je n'ai pas bougé. Alors que lui vivait en Turquie, avec tous ces gars. Et tellement populaire qu'il avait rencontré même certaines autorités du système. Mais je l'ai fait à distance. Et ça vient du fait que j'ai payé $400 pour dans ça. Et même à l'époque, les fundraisers et tout le reste, même quand j'ai réussi à rentrer dans le truc d'Hillary Clinton à l'époque, c'était un dîner qui était ici à Houston pour dans ces trucs de campagne. Je cherchais ma voix. J'ai payé $2800. Mais il y a aussi, tu sais, ce n'est pas juste entrer dans une salle, il y a aussi le relationnel. J'ai l'impression que tu as cette capacité-là de connecter facilement avec l'autre. Et de garder là. Parce qu'il y a parfois, tu rencontres des gens et il n'y a pas de suivi, on te donne la carte, tu écris, tu appelles. Il y a eu des cas comme ça, j'ai entendu parler de plusieurs cas. Bien sûr. Tu sais, te dit que, mais toi, tu as fait comment pour... Yeah, ça c'est vrai. J'ai un truc, c'est... Chacun a un côté, le strength et les weakness en fait. Et moi, par exemple, je dis souvent aux gens, ma faiblesse dans les affaires, c'est que je ne sais pas faire un plan, un business plan, par exemple. Je ne suis pas ce technicien-là. Je ne suis pas celui qui va monter le business plan, te donner les chiffres, les projections. Mais je suis celui que quand tu as donné le business plan, là, c'est bon. C'est bon. Je vais prendre ça de 0, je vais amener à 100. Tu vois un peu? Donc, c'est ça que même quand je travaille avec les gens, j'essaye de voir comment. Et justement, c'est ce que tu dis. Moi, je sais entrer dans une salle. C'est ma chance, c'est un talent que Dieu m'a donné. On peut aller, nous tous, dans la même salle. Mais à la sortie de la salle, le lendemain, c'est moi qui serai en contact avec tout le monde. En effet. Donc, et c'est quelque chose que j'ai travaillé. Non, c'est venu, c'est naturellement. Okay. Mais j'essaie de travailler plus parce que c'est là où tu me suis souvent la police. C'est que quand j'entre dans la salle, j'essaie. Je prends peut-être un exemple. Je dis souvent, quand je vais dans un grand événement rempli d'Américains, je vais aller m'habiller en Africain. Différenciation. Voilà, parce que dès que j'entre dans la salle, j'attire l'attention. Oui. Donc, du coup, dans la salle, j'essaie, ça me permet de connaître qui est tel. Et toi, on te remarque en même temps. Voilà. Tu es différent des autres. Justement. Et dès que quand je fais comme ça, je vais arriver, c'est tous les Américains, tout le monde appelé de blanc. Moi, j'arrive en Africain, pas habillé, tout là, bien arrangé. Au lieu de porter la veste comme tout le monde, c'est et on vient te poser des questions, tu viens d'où? Voilà, et c'est là où maintenant on entre, c'est là où on sait que ok, tel est tel. Et maintenant aussi, bon, naturellement, quand même, j'ai ce truc quand même de savoir parler, peut-être, comme tu vas peut-être dire politique. C'est que quand je bavarde quand même aussi, quand je connais aussi un peu le milieu, je bavarde, je comprends que il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut éviter. Yeah. Et maintenant, en fonction de ça, j'essaie de naviguer. Donc, je réussis quand même. Mais justement, la question que j'ai par rapport à tout ce que tu dis, c'est quoi? Ça te vient... Pourquoi tu as décidé de faire du lobbying? Pourquoi ça?
Je ne peux même pas dire que j'ai décidé. Honnêtement, c'est arrivé comme ça. Ok, c'est venu naturellement. C'est des Naturellement. choses qui... C'est quelque chose que j'avais et qu'on m'a poussé. En fait, c'est quelque chose, comme je dis, moi étant homme d'affaires, j'ai dit que en étant homme d'affaires, il me faut avoir du bon réseau. Il me faut créer des relations, il me faut faire. Et naturellement, tout ça est venu parce que jusqu'aujourd'hui, je vais rester. Il y a peut-être tel entourage de tel chef d'État qui va m'appeler pour me dire que, il vient à Houston, il vient aux États-Unis, ou on dit qu'est-ce que tu peux nous amener. Donc, en fait, c'est ça qui fait que, ou telle personne va m'appeler, on a tel projet, on cherche ici, on cherche des investissements, on cherche une compagnie. Donc, c'est comme ça, en fait, que... C'est venu naturellement. Ouais. Ce qui me pousse à la prochaine question, parce que là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Yeah. La raison de... Qu'est-ce que tu fais donc concrètement quand tu dis business development? Écoutez, ouvrons nos oreilles. Pas juste vous, mais moi également. Ouvrons nos oreilles. Yeah, business development, en fait, c'est genre... Bon, ce que j'ai beaucoup plus fait, quelqu'un a son projet, qu'il a sur la main, et veut faire décoller le projet. Et c'est déjà que j'ai besoin de faire. Et comme je dis, c'est quelque chose que naturellement aussi, je sais bien faire. Tu as ce projet, tu as ça en place, tu sais qu'il te faut les ressources, il te faut un advisor, il te faut entrer, il te faut voir tel, il te faut certaines ressources et tout le reste. Et c'est donc là où moi j'interviens. Ça, c'est pratiquement pour le privé. D'autres peut-être ont besoin des financements. Ça ne veut pas dire qu'ils trouvent le financement. Parce que quand oui, parce que tu as travaillé quand même dans la campagne de Biden et Joe Biden et tout ce... Justement. Et c'est là où parfois des personnes confondent que ok, peut-être parce que tu connais toutes ces personnes, c'est genre, ils veulent t'amener, on fait ça, et ça te donne non. Maintenant, tu as ça où je vais peut-être t'aider à dire que tu as besoin, la ressource où tu dois aller pour trouver ça, c'est là, c'est là. Maintenant, tu as aussi les gouvernements, comme, je peux dire par exemple, le port du Gabon, où j'ai facilité le partenariat entre le port du Gabon et le port de Houston. Ou les mairies. J'ai facilité beaucoup de partenariats entre les mairies. Où certains chefs d'État, j'ai organisé leur visite pour rencontrer des investisseurs, pour trouver des compagnies dont ils avaient besoin, pour essayer d'organiser des dîners d'affaires pour eux avec certaines autorités, certains politiciens, certains hommes d'affaires. Donc, c'est tout ça, en fait, dans le business development. Maintenant, ça dépend de chaque aspect, de ce que tu fais. Si c'est un gouvernement, c'est pas... Ça peut arriver que tu peux m'appeler, moi, et je dis que bon, c'est pas ça. Et puis maintenant, et le business development, même en politique aussi, il y a d'autres qui veulent se lancer dans la politique, mais qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'il faut avancer, par où je vais commencer, ou qui veut même commencer un business, qui sont en train de chercher où est-ce qu'il faut aller, où les ressources. Et souvent, en business, il y a beaucoup de ressources qui sont out there pour toi, que tu peux essayer. Beaucoup de gens ne savent même pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais toi, tu as souvent les formations et tout. Et parce que j'ai réussi à m'entourer de ces décideurs. You know, c'est ça, le business development. Mais en fait tu es dans le business, mais tu es plus dans la stratosphère des décideurs. Exactly. Des personnes les plus puissantes dans ce monde-ci. Yeah, tu n'es pas au petit niveau des businessmen ou businesswomen. On fait nos petits business dans nos coins. On ne connaît personne. On avance. On se bat. C'est juste que il y a souvent des business où il faut avoir accès à certaines personnes. Oui. Et surtout aussi pour même des gouvernements, pour aider peut-être un gouvernement à trouver des investisseurs pour un projet, ou bien pour faciliter un partenariat entre deux mairies ou bien deux ports. Donc tu es plus facilitateur, quoi. Le mot. Apparemment, c'est ce qu'on appelle beaucoup au pays. Mais les facilitateurs sont les hommes de l'ombre très... De l'ombre, justement. Il y a beaucoup... Très important et très dangereux. Oui, il y a beaucoup de projets comme ça où je suis la personne derrière. Même beaucoup de... Oui, tu m'as parlé de certains projets-là, j'étais du genre, mais c'est toi qui es derrière ça? Et même en Afrique, même dans le showbiz, il y a beaucoup où je suis la personne derrière qui sont retrouvés dans certaines plateformes, grosses plateformes, et tout le reste, donc je suis la personne derrière. Mais c'est juste comme je dis toujours, quand chacun arrive et dit qu'on ne m'affiche pas, moi, je préfère rester dans l'ombre. Mais une question un peu contradictoire aussi, mais pourquoi tu as accepté de faire l'interview? C'était pour chercher Matip, peut-être. Peut-être c'était pour Benjamin Matip. Non, pour les interviews, quand même, j'en fais constamment. J'ai pas de problème, juste puisque je... Et surtout comme c'est en français, tu sais que, bon, toi... tu es au milieu des Américains. Au contraire, je me sens plus à l'aise
à ce moment dans les interviews en anglais qu'en français. Yeah. Okay. Mais pour les interviews, je fais toujours. Et puis, c'est aussi c'est aussi du business. Ça fait partie of the brand, tu vois un peu. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis aussi, mais la réalité aussi, comme on dit souvent, et je dis toujours aux gens, c'est pas aussi n'importe quelle interview qu'on fait. Ça, c'est vrai. Tu vois, je savais pas, honnêtement, j'étais pas au courant de ton business. Quand j'ai reçu l'email, le premier truc comme naturellement, quand je reçois un email, j'ai cliqué. J'ai d'abord vu 405 000 followers. J'ai dit, hey, la fille s'y fait quoi? Il s'inscrit là. 405 000. On secoue les reins sur TikTok. Et c'est ce qui est. Et les gens vont peut-être négliger, mais pour ceux qui savent que ça, c'est du travail en fait. Que tu fais vraiment pour avoir ce genre. Et puis, j'ai regardé les interviews, je vois et tout le reste. Et puis après, quand j'ai vu Tionia, qui est quelqu'un que je connais. Yeah, donc, quand j'ai vu tous les interviews, que non, ça c'est vraiment bon. Et, et ça fait en fait que c'est ce genre d'interview que, que chacun va dire que ouais, ce genre. C'est parce qu'il y a beaucoup qui vont venir interview, c'est les... Oui, je comprends. Mais déjà, merci même d'accepter de partager ton parcours avec la communauté. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas passés par ce parcours, qui sont passés, qui ont toutes les opportunités, qui peuvent avancer, mais ils sont là. Pas d'énergie, pas de volonté, pas de vision, rien du tout. La plus belle chose, moi j'ai une devise, je dis toujours aux gens, là, le succès de quelqu'un, c'est pas seulement lui-même, mais c'est le nombre de personnes qui l'amènent. Tu vois, et c'est quelque chose que depuis beaucoup d'années, même dans le social, je fais beaucoup, je ne mets pas juste dehors. J'essaie chaque année au pays de payer les pensions des enfants. Parce que je me dis, si je paye une pension, tu vas fréquenter, tu vas avancer. J'essaie de ceux qui ont des business, de leur trouver les opportunités, de les mettre ici, de les mettre là-bas au niveau où je peux. Et puis, moi, c'est ça pour moi mon succès. Et surtout avec mon histoire, comme je dis, beaucoup ont prédit, jusqu'aujourd'hui, beaucoup qui me connaissent dans le passé ont prédit mon avenir et n'ont pas su que aujourd'hui, je pouvais être capable de pousser et mettre la cale. Mais c'est quelque chose de différent aujourd'hui. Comme Maï System a dit dans un de ses morceaux, Dieu merci, ça va un peu chez moi. Et donc, j'essaie de me mettre dans cette position. C'est que même parfois, avec des histoires, parfois, c'est que la réalité que personne, les gens ne savent pas, c'est que on voit régulièrement, parce que aussi, on ne met pas nos souffrances dehors. Ça, c'est ce qui est certain. Ça, c'est vrai. On voit juste, voilà ce qui est. Ou bien on va te voir dans une belle veste en train de saluer un chef d'État, mais les gens ne savent pas qu'avant d'y arriver là, il y a un processus. Il y a un processus. Et le langage que j'ai souvent dit dans mes interviews, qu'on me demande, et même à ceux que je donne, les jeunes à qui je donne les conseils, c'est le travail et la patience. La patience, c'est ça qui est le plus essentiel parce que tu vas travailler, beaucoup vont travailler, mais n'auront pas cette patience. Ça peut prendre 10 ans pour que tu arrives. Moi, je dis que moi, ça m'a pris 2 ans pour avoir un petit truc. Et après, ça, c'était pas toujours stable. Je peux dire que dans le business, j'ai eu ma stabilité. J'ai commencé en 2014. Ça m'a pris pratiquement 5 ans, 6 ans pour avoir cette stabilité. Wow. Ouais, pour avoir cette stabilité dans les affaires. Et ça, comme il y a des moments où je devais dormir dehors parce que je n'avais pas payé le loyer. Et réalité, donc, c'est avoir cette patience. Oui, c'est pour ça que j'aime dire beaucoup qu'il faut travailler, mais il faut avoir cette patience. Il faut vraiment avoir cette patience. Parce que beaucoup lâchent aussi, hein, ça c'est vrai. Beaucoup vont commencer, mais beaucoup lâchent. Et très peu continuent. Mais moi, j'ai eu même dans mes histoires de business, j'ai eu beaucoup de mes amis, mon entourage, ma famille même qui me disaient que cette histoire de business-là, laisse, tu vois, tu ne manges pas. Et la vérité, c'est vrai que quand je préparais, je me rappelle, il y a quelqu'un avec qui j'ai un conflit qui m'était dit, il est là, il ne mange pas. Je suis allé dans son appartement là-bas, il mange les pommes sans viande. Mais il dit, mon frère, je vois que si elle veut acheter la viande, si elle mange les pommes, ça va. Les gens ont les problèmes. Maintenant, acheter la viande pour moi, c'était juste, ça c'est le salaire que je mange. Tu vois un peu. Mais ce qui est amusant, c'est que quelques temps après, quand ils voient que ça a marché,
Mais c'est lui Le maintenant qui langage parle. change, hein? Yeah, et c'est lui maintenant les histoires, c'est que j'ai tempé. Ouais, j'ai doué les mains, j'ai doué les fesses, et toutes ces histoires, ils sont entrés dans les loges. Parce qu'il me voyait hier manger les pommes sans... Africain. Yeah, il me voyait hier manger les pommes, il me voyait hier manger les pommes sans la viande. Mais ce qu'il oubliait, c'était que je mangeais les pommes sans la viande. C'était le sacrifice pour arriver. Si je te demande quelles sont les 3 leçons clés que tu as prises de la vie à date, à travers ton parcours, tu dirais quoi? Des leçons dont les gens peuvent s'inspirer, quoi. Comme on dit, never give up, ne jamais abandonner, Ok. croire en soi et avoir la patience. Never give up, ne jamais abandonner, croire en soi. Et avoir la patience. Pourquoi? Parce que, je ne vais même pas dans l'ordre, croire en soi, never give up et avoir la patience. Pourquoi? Parce que si déjà tu crois en toi, tu crois à ton potentiel, beaucoup souvent vont prédire ton avenir, beaucoup vont te dire que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire ça. Ça ne veut pas dire que si on te dit que tu ne peux pas, ça veut dire que nécessairement on te ment. Mais c'est qu'il y a une logique. Quand si tu as un projet, tu dis que je vais faire. Je me rappelle aussi quand je suis revenu à Houston, dans mes manières de chercher et tout le reste, je tombe sur mon premier rendez-vous à la mairie. Dans la salle, il y a plusieurs personnes. Mon projet n'était pas vraiment bien ajusté, c'était pas together at all, à tout, jusqu'à 100%. Et il y avait une des personnes qui sort, qui me dit, il me demande que tu as quel âge? Il dit, j'ai 27 ans. Il dit que mais tu n'as pas encore 30 ans. Laisse ce que tu veux faire là, tu pars chercher le boulot, tu travailles. Donc c'est lui qui m'a dit que, justement, tes business que tu veux faire là, laisse ça, cherche-toi un boulot et travaille. Je n'ai pas suivi ce qu'il a dit. Il ne va pas te mentir, aujourd'hui, il est toujours à Houston, il travaille là, mais quand il me voit, il a honte. Et il est revenu après me dire que vraiment, ça m'a servi de leçon et il te demande pardon. Ça veut dire que si j'avais écouté ce qu'il avait dit, je ne croyais pas en moi, je ne croyais pas en ce que je voulais faire. J'aurais laissé tomber. Et tu serais pas au niveau où tu es aujourd'hui, quoi. Justement. Mais à never give up, quand tu commences à faire tout ça, il y aura des moments où tu seras tu auras des difficultés, ça ne sera pas rose. Tu auras des difficultés, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Si tu abandonnes, peut-être tu abandonnes quand tu étais déjà prêt. Je ne veux pas dire qu'on n'abandonne pas. Mais quand tu regardes, tu vois qu'ici, là, au moins, je peux continuer. Si tu as cette drive, like, OK, I have to do this. Je crois que je peux faire ci, je fais ça, tu vas continuer. Mais la patience, c'est que tu ne peux pas te lever. Aujourd'hui, tu commences et tu veux le résultat demain. C'est tout un processus pour le faire. Qui prend du temps, tu continues. Je sais qu'à travers cette vidéo, il y a beaucoup de jeunes qui vont te regarder. Et c'est un jeune dans la trentaine. Et qui vont dire, je veux être comme Raoul. Ce qui fait là m'intéresse. Quelle est la première chose qu'ils peuvent commencer à faire pour dire que bon, voilà ce modèle que j'ai vu qui m'inspire. Comment faire pour, je ne dirais pas à tout prix pour être toi, mais pour être comme toi? Bah, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire, tu vois. On essaie toujours de dire qu'on veut être comme tel ou bien on veut ressembler parce qu'on a vu, parce que quelque part ça align un peu avec la vision de l'autre. Moi, je dis toujours aux gens, il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans ce que je fais et que je veux faire, qui s'appelle Richard Attias. Richard Attias, c'est lui qui est marié à l'ancienne femme de Nicolas Sarkozy, qui vraiment est ce conseiller de beaucoup de chefs d'État pour apporter des investissements, qui organise des grandes plateformes de conférences, de sommets d'investissement et tout le reste. C'est quelqu'un que si tu donnes l'invitation pour un événement, je viens de Miami où il était à son événement où il m'a invité, si c'est que tu ne vas pas signer l'argent, pas d'abord, oui, pas. Parce que quand tu vas partir, tu vas rencontrer les gens que tu veux. Et tous ces événements, le New York Forum, en Arabie Saoudite, avec l'autre Future Investment où je suis parti. Donc, en fait, ce qui fait, c'est déjà, ça aligne pas avec ma vision. Et j'essaye de trouver les moyens, comment est-ce que je peux faire pour arriver à son niveau, être même meilleur que lui. Je ne vais pas être lui, mais je vais être à son niveau. Maintenant, il y a une partie où tout le monde peut s'inspirer, c'est que cette personne a cru à ses projets, même si ce n'est pas dans son domaine que je veux faire,
je crois que si aujourd'hui, je ne mange pas, si aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés, je peux croire qu'en travaillant, en ajustant, rester dans le game en poussant, je peux devenir quelqu'un. Donc, pour moi, c'est juste c'est de croire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de croire d'abord en toi. Maintenant, les projets que tu veux faire, ça va dépendre de ce que tu veux faire. Peut-être, si tu crois en toi, tu peux essayer de quitter l'histoire que Raoul Kedi a eue, de se battre de zéro pour arriver à quelque chose, transformer sa vie. Et tu peux être aussi la même chose. Et puis, comme on va dire, et puis même surtout aussi pour ceux qui sont en Afrique, parce qu'il y a cette partie aussi que j'aimerais bien qu'on touche côté économique, situation en Afrique et politique même aussi, pour la situation en Afrique. Aujourd'hui, on va voir, on sait que déjà en Afrique, à ce moment, l'économie, c'est pas aussi, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup qui ont, je veux particulièrement au Cameroun, au moins 2 fois par an. Certains voyages en Afrique, dans certains pays, tu arrives, tu vas voir qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple l'entrepreneuriat en Afrique. Je peux dire que c'est comme si nous on est avec l'entrepreneuriat. Déjà que les conditions qui rendent difficile d'avoir le boulot font que des gens commencent à créer. Moi, j'étais au Cameroun, il n'y a pas, je me rappelle, ça devait être l'année dernière, l'un de mes voyages. Moi, j'ai eu mal parce que j'étais dans la rue, je vois une petite fille à pratiquement, elle devrait peut-être avoir 6 ans, 7 ans comme ça, qui était dans la rue à 23 ans en train de vendre les lotus. Elle vient lotus. Non seulement deux choses que j'ai retenues de sa première partie, ça m'a fait mal parce qu'à son âge, on n'est pas dans la rue en train de vendre les lotus. Elle devait être à la maison en train de faire ses devoirs pour se préparer à l'école demain. J'ai vu une autre à 6 h le matin qui allait au marché avec sa mère. Je ne sais pas si elle devait aller à l'école après et tout le reste. J'ai vu ça. So, je vois déjà que normalement, elle n'est pas où elle devait être à son âge. Mais à l'autre côté, je vois cette petite fille, quelqu'un qui a de l'avenir. Parce que si à cet âge, elle réussit déjà à vendre, elle réussit à créer, demain, elle va se retrouver à ce niveau. Je suis allé au Cameroun, un petit frère m'invite voir ses bureaux, il invite une jeune fille qui a 24 ans, qui a son restaurant, il vient avec les plats bien mis et tout le reste, tout ça. Mais je suis impressionné. Il dit que mais il y a des jeunes déjà qui essayent de se battre. L'économie, ce n'est pas aussi difficile avec les réalités du terrain, où parfois certains de nos autorités ne mettent pas beaucoup de choses en place. Mais je pense que c'est possible d'essayer de créer petit à petit. Tu vois, tu peux commencer avec ce que tu as. Tu peux chercher. Parfois même, en fait, pour avoir des opportunités, il faut déjà commencer. Parce que tu n'as pas dit que si tu viens, tu racontes que tu veux faire ci, tu veux faire ci, et qu'on ne voit pas ce que toi-même tu as déjà fait. Mais comment est-ce que moi-même je vais miser sur toi quand toi-même tu n'as pas misé? Ça, c'est très vrai. Yeah, tu n'as pas misé sur toi. Mais si tu as déjà fait quelque chose, tu as un petit truc là et que tu dis que ouais, comme tu vois là, il faut juste qu'on met un peu et tout le reste. Mais on va. C'est encourageant. C'est encourageant parce qu'on sait au moins qu'on ne perd pas le temps sur ce que tu fais. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils ont les projets chez l'investisseur. Ils te parlent des projets, ils veulent souvent le payer, le projet, ils veulent 10 millions. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est sur papier. C'est sur papier. C'est pour faire quoi? Et autre chose qu'elle dit toujours, c'est bien de voyager. Je suis d'accord. Parce que moi, je ne vais pas mentir, l'opportunité de voyager m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si au Cameroun, j'aurais eu la même opportunité. La vérité, c'est que je ne vais pas cacher mon âge, j'ai 38 ans aujourd'hui. À 35 ans, c'est la première fois que on m'a mis que le maire de Houston m'a mis dans son conseil. C'est des choses qui n'arrivent pas en Afrique, soyons honnêtes. Pas aussi jeune que ça. Pas aussi, je veux dire à mon âge, justement. J'ai commencé à côtoyer certaines personnes et tout le reste. Et ici, qui m'ont donné l'opportunité, j'avais dans les 27 ans. En Afrique, ce n'est pas comme ça. J'ai ramené une délégation avec un sénateur au Gabon à l'époque, en 2015. Et quand j'arrive, l'un des messieurs, le DG du port de l'époque, qui me dit, mais la dame, elle nous a dit que, vraiment, quand on va parler, on m'entend comme ça, mais elle nous a dit que vous ne savez pas, c'est notre fils, hein? Et tu vois, un peu surpris. Donc, il y a cette opportunité qu'on n'a pas en Afrique.
Mais les choses sont en train de changer. Malheureusement. Malheureusement. Mais c'est en train de changer, ça va arriver. Donc, pour des saisons de voyage, moi, je ne conseille pas de passer par les eaux, mettre sa vie en danger parce que nécessairement, on va en voyage. On veut voyager. Je conseille peut-être, si tu veux voyager, trouve un visa. Et puis, les trucs changent aussi. Il y a beaucoup qui sont au pays qui veulent... On parlait tout à l'heure de politique. Les choses sont en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. On a aujourd'hui au Sénégal un président qui a 44 ans. Le plus jeune dans l'histoire du Sénégal. Yeah, moi, je pense même que, moi, je vais dire même, le plus jeune vraiment élu. Parce qu'on sait qu'il y a des plus jeunes qui sont arrivés, mais qui ont été élus entre guillemets. Pour lui, vraiment élu, parce qu'on sait qu'avec le contexte qu'il y avait et tout le reste, il y a un mois, il était en prison. Aujourd'hui, c'est lui qui dirige, qui dirige, il est le président qui dirige tout un pays. Donc, ça fait croire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il est président. Bon, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont polygames vont être présidents. Il ne peut pas dire ça ici. Il y a un vent jeune en politique qui est en train de passer. C'est maintenant le moment d'entrer, c'est le moment de mettre sa candidature. Il y a le Cameroun, il y a les élections municipales et législatives qui arrivent l'année prochaine. Il y a beaucoup de personnes qui doivent rentrer dans le jeu. Mais est-ce que les jeunes comprennent l'importance de la politique? Je n'ai pas l'impression. C'est ça le problème. Les jeunes ne comprennent pas l'importance de la politique. La vérité, c'est que, comme les Américains me disent ici, c'est que si tu ne votes pas, on décide pour toi. Et il y a un adage ici où on dit que si tu n'es pas à la table, c'est que tu es dans le menu. Si tu n'es pas à la table, tu es dans le menu. C'est toi qu'on mange. Justement, c'est toi qu'on mange. La preuve, c'est que si le Sénégal, par exemple, voilà une preuve que l'implication des jeunes dans la politique, ça joue. Parce que s'ils n'étaient pas impliqués, on sait tous qu'au Sénégal, Diomaye ne devait pas être président aujourd'hui. Clairement. Clairement. Mais parce que les jeunes sont impliqués. Il y a souvent dit à certaines personnes, c'est que beaucoup se plaignent qu'en Afrique, nous on vote, mais notre vote ne va pas changer à la faute. Mais la réalité, c'est que quand vous sortez voter, ça rend la faute difficile. Yes. Quand vous sortez voter massivement, ça rend la fraude difficile. Quand vous ne sortez pas voter, c'est facile de frauder. C'est facile. Que tel a voté, tel a voté. Tel a voté hier. Mais quand vous sortez vraiment, on a vu au Sénégal, ils sont sortis, ils ont voté, on a compté les résultats. Ce qui fait que même si les gars avaient un plan de fraude, ça ne pourrait même plus donner. Donc les gars doivent, et je dis ça constamment, que ce soit des gens que je connais, surtout au Cameroun où je suis originaire, allez vous inscrire sur les listes électorales. Il y a des élections municipales qui arrivent. Il y a des élections... Je vais en parler de président parce qu'on ne se lève pas le matin, on dit qu'on va être président. Ça, c'est... Soyons clairs à la réalité. Qu'on ne dise pas... Ça, c'est les histoires de films. Que même les Diomaye, pour être président, ont été impliqués à un certain niveau. Avec les Sonko. Tu vois. Mais il y a des élections municipales, il y a des élections régionales, il y a des élections sénatoriales. Où il faut commencer à prendre ses positions comme conseiller municipal pour participer. Et parfois même le changement, en tant que conseiller municipal, tu peux impacter ton quartier, ta région. De savoir, et même en dehors même d'être juste politicien, d'aller aux élections. Il y a des jeunes qui peuvent se mettre dans un quartier qui essayent de créer à eux j'appelle ça comme des petits fonds d'investissement, par exemple, qui peuvent cotiser, mettre un petit projet ensemble, qui peuvent développer leur quartier. Il n'y a pas une route ici, il n'y a pas un pont, qui peuvent mettre des planches pour sortir le pont. Merci pour tout. Merci de partager ces conseils-là avec les jeunes et même les moins jeunes. Merci d'être une source d'inspiration pour beaucoup. Merci de montrer que malgré les challenges, malgré les difficultés, on peut devenir quelqu'un. On peut persévérer, on peut avoir cette énergie-là. Et puis, moi, ça me change. Et puis, je vais être franche avec toi. De la plupart des interviews que j'ai faites, tu es une des rares personnes qui a cette énergie-là, qui est vivace. Tu vois, il fait vivre la caméra, il fait vivre l'interview. Merci juste d'être toi. Merci juste d'être toi. Et je sais que la prochaine galaxie, c'est la limite pour toi. Hein? Pas la galaxie, c'est peut-être la prochaine. Ou même peut-être celle d'après. C'est pour toi. Et voilà. On va finir avec ce dernier mot de ta part. S'il y a un conseil important que tu peux donner aux jeunes de la communauté ou aux membres de la communauté africaine, que dirais-tu? Déjà, d'abord, avant de répondre à ta question, tu sais, le développement arrive quand chacun joue sa partition.
il n'y a pas un développement qui a été fait par une seule personne. Et si chacun joue sa partition, ça veut dire que chacun joue sa partition dans son domaine. Et c'est là que je veux revenir à toi, en fait. Pourquoi? Ça veut dire que, ouais, je joue ma partition à mon niveau. J'essaie de faire ce que tu fais. Toi, avec ton émission, tu joues aussi ta partition. Ça veut dire qu'avec ce que j'ai vu, tu essaies de partir, de sortir des sujets, de sortir des histoires. Et ce genre d'expérience essaye d'inspirer certaines personnes de puiser certaines informations. Et la différence avec ça, je veux dire, c'est que de nos jours, tu vois, il y a beaucoup qui font des interviews YouTube, qui cherchent des vues, qui cherchent l'argent, mais qui n'ont pas un impact. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils vont peut-être passer tout le temps à ressortir les histoires des célébrités. Oh, l'autre a eu les problèmes, l'autre a mangé parce que les gens aiment ça et parce que ça leur apporte de l'argent. Mais est-ce que ça a un impact sur les jeunes? Non. Ça n'a aucun impact. Est-ce que ça leur apporte quelque chose? Non. Mais c'est de savoir sortir, d'avoir une plateforme où quelqu'un peut se ressourcer. Et c'est ça que j'appelle chacun joue sa partition dans son développement. Et c'est ce que tu fais avec ton émission. J'étais pas au courant avant, mais il te rassure que depuis l'autre jour, j'ai commencé à regarder même les anciennes vidéos que tu faisais et tout le reste. Ça, c'est la première fois que ici à Houston, je fais une interview que quelqu'un dit que je vais voyager pour venir. C'est vrai? Non, ça, je t'assure, parce que la première question qu'elle me suis posée, c'est que mais la gueule a dit qu'elle va voyager pour venir. Puis elle demande, elle dit que, attends, est-ce que c'est virtuel? Est-ce que c'est... Elle me dit qu'elle va voyager. Et donc, j'ai un grand frère qui passe beaucoup de temps à suivre les émissions sur YouTube, au Canada, vraiment passionné de business. Je l'appelle, il dit que j'ai reçu un email là. Il y a une jeune dame là qui m'a écrit, qui dit ça. J'ai checké sa plateforme, vraiment, c'est très intéressant. Et ça, je te rassure, connaissait toutes tes émissions, tout le reste. Ah, Stéphanie Bida, elle est à New York et tout le reste. Honnêtement, il ne savait même pas que tu étais à New York. Okay. C'est lui qui m'a parlé. Elle est à New York, elle fait si elle est partie en Asie. Apparemment, c'est quoi? Il raconte. Vraiment passionné. Et puis, il m'a parlé, et ça, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas le sugarcoat. Il y a toute une vague de gars qui font les vidéos business ces derniers temps, machin, dont je ne vais pas citer les noms. Ceux qui connaissent. Et qui m'a dit qu'en ce moment, tu es la seule qui garde cette ligne. Parce que les autres ont perdu ce qu'il appelle l'inspiration, la ligne éditoriale. Donc, c'est ça, en fait. Longue vie à vous. Merci. Et maintenant, pour la communauté, je vais diviser la communauté en deux. Je vais prendre la diaspora et je vais prendre la communauté qui est en Afrique. On a un moment où l'Afrique est devenue le continent qui attire beaucoup de personnes du monde entier. Les gens souvent disent que l'Afrique c'est le futur, mais moi je ne vais pas dire que c'est le futur, c'est le présent. Et c'est en train de grandir. We're rising. Et c'est un moment où tout Africain devrait être impliqué à son niveau. Que ce soit en business, que ce soit en communauté, que ce soit dans ce que tu fais. Tout Africain devrait être impliqué. Je prends d'abord la diaspora. Déjà, premièrement, pour la communauté africaine qui est aux États-Unis, il faut être impliqué déjà dans son système. Ça veut dire quoi? C'est que si tu es basé à Houston, si tu es basé à New York, si tu es basé à Montréal, au Canada, en Chine et tout le reste, si déjà tu es impliqué dans le système où tu es, si tu connais les ressources communautaires, politiques, économiques que tu as, avec ce que tu as, tu sauras ce que tu peux apporter dans ton continent. Parce qu'on est là pour apprendre et pouvoir changer. Ah, d'autres vont dire, ah, le système, nos politiciens, ils font aussi. Ouais, c'est la réalité des choses, mais ça ne va pas rester comme ça toute une vie. Et pour que ça ne reste pas toute une vie, ça va commencer avec ce que chacun fait maintenant. Moi, je dis souvent, on ne change pas dedans, on change dedans. Si tu fais 50 ans et que tu ne rentres jamais en Afrique, que tu n'as jamais posé un acte qui peut aider. Quand il parle d'un acte, ça veut dire de t'asseoir et de dire que aujourd'hui,
je peux manger, j'ai 100 dollars, ou je peux me faire une fantaisie, je peux aller faire quoi que ce soit. Et 100 dollars, là, si je paye l'éducation d'un enfant au pays, ça peut aider dans son futur. C'est un bon geste. So, être impliqué ici, être impliqué même là-bas, en Afrique. Pas nécessairement, tout ne demande pas d'être impliqué avec le gouvernement. Il y a beaucoup de trucs que tu fais qui n'ont rien à voir avec l'implication du gouvernement, mais qui touchent les jeunes qui sont aux alentours. Je ne dis pas d'aller ouvrir le business au pays, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Mais je dis que si tu es capable peut-être d'éduquer un enfant, ça veut dire que tu aides à ton changement. Ce n'est pas les Américains qui vont venir nous aider à développer l'Afrique. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Turcs. La preuve, c'est qu'eux, ils sont en train d'aller en Afrique parce qu'ils voient les opportunités qu'ils ont. Et ça veut dire que c'est nous qui allons faire ça. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, ensemble, surtout, parce que c'est ça l'ensemble. Le problème avec les Africains, c'est qu'on n'arrive pas à avancer ensemble. On est beaucoup divisés. Tout le monde, toutes les personnes à succès africaines ici disent la même chose. Hein. C'est la vérité. Le problème, c'est qu'on est beaucoup divisés. Ça veut dire que si on est assis quelque part et qu'on sait que la personne qui peut être devant, si on va à un groupe de 5, la personne qui peut être devant, qui peut avancer pour que nous tous on réussisse à sortir et qu'on accomplit nos vœux, nos projets, on se rallie avec cette personne. Je prends l'exemple. C'est Diomaye et Sonko. Sonko se retrouve dans une position où il ne peut plus. Il laisse ses égos. Il laisse le fait qu'on va l'appeler président, qui va devenir président. Il sauve leur projet. Il pousse Diomaye. Diomaye aujourd'hui et tous sont ensemble. Je crois que quand les Africains vont réussir à comprendre ce genre de choses, de savoir que ce n'est pas moi qui peux être devant. Peut-être parce que telle personne a cette capacité de lead. On peut tous se rallier, chacun joue son rôle et puis on avance. Ça, c'est ce que beaucoup d'Africains ont manqué, cette unité. On va avancer divisé parce que chacun cherche ses propres intérêts ou bien l'ego. Au lieu de venir se ressourcer, de venir apprendre, je ne comprends pas. Justement, certains Africains... C'est ce qui nous manque. Il y a par exemple, je prends aussi, il y a des élections, par exemple, quand le maire, peut-être des élections locales ici, il faut élire un maire, tu vas appeler les Africains, tu vas dire que, mettons-nous ensemble, on essaye d'aller peut-être supporter ce maire ou bien faire que ce soit. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne vont pas réussir. Ce sont eux qui vont dire ci, ça. Donc il y a tout ce problème. Et je crois que ça doit changer. L'unité, soyons impliqués en Afrique d'une façon ou d'une autre, pas nécessairement sur place, pas de laisser ce que tu as ici. Mais demain, quand ça va changer, c'est ceux qui seront sur place qui auront ces opportunités. C'est nous qui allons changer, ce n'est pas les autres. Maintenant, pour les Africains en Afrique, je sais le contexte. Ce n'est pas aussi facile comme on pense. C'est difficile, soyons honnêtes. On ne va pas mentir. C'est beau de rester dehors, de rentrer au pays pour un mois, 2 mois. Dire que le pays est bien parce que tu as 2000 $, tu peux bien manger, tu fais 1 mois et tu pars. Mais il y a des gens qui partent. Demain, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas l'électricité. Ce n'est pas seulement au Cameroun. J'ai des amis burkinabés qui me parlaient de ça l'autre jour, avec leurs problèmes en ce moment de la lumière. Il y a toutes ces difficultés en Afrique. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on va prendre l'eau pour nécessairement arriver en Afrique. Je ne dis pas aux gens de ne pas partir. Parce que moi-même, si j'étais resté au pays, peut-être je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je veux même dire que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas eu ces opportunités de partir, mais de ne pas oublier d'où on vient. Parce que c'est là-bas, c'est là où on se sent à la maison. Ça va commencer par être impliqué politiquement. Quand je dis impliqué politiquement, ça veut dire ça va commencer à aller voter. Parce que quand tu votes, tu définis les lois. Tu choisis la personne qui va te représenter. Ça va commencer à se lever à dire que, OK, si j'ai cette passion pour la politique et que je sais que je peux changer les choses, c'est de mettre mon nom et aller être candidat, aller amener mes gens à me voter pour que je puisse mettre ces lois en place qui vont m'aider. Ça va commencer à dire que dans mon entourage, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma communauté, mon village? Est-ce que je peux créer même si c'est un pont en bois, est-ce que je peux trouver, est-ce que je peux appeler Stéphanie pour demander comment, est-ce que je peux appeler Raoul, est-ce qu'il y a tout ce genre de choses. Mais encore aussi l'unité, parce que c'est ce qui nous manque, les Africains. Moi, j'ai appris un truc des Blancs et je dis toujours ça aux gens. J'ai un ami noir qui disait, il y a des gens qui préfèrent qu'on les appelle boss que d'avoir l'argent ensemble avec les autres. Ça, c'est terrible. Hein? Moi, y compris avec les Blancs, c'est que
Si on sait qu'on peut se mettre ensemble et qu'on peut amener des millions de dollars, chacun joue son rôle, on le fait et on avance. Et la vérité, c'est que ceux qui ont l'argent, ce sont eux qui manipulent la politique. Parce que tu n'as pas l'argent, tu peux pas manipuler la politique. Donc, tu fais l'argent, tu rentres, tu manipules la politique. Ceux qui ont l'argent, ce sont les maîtres de ce monde. Ce sont les maîtres de ce monde. Ce sont les décideurs. Beaucoup de ces politiciens que tu vas voir voyager dans certains pays, c'est parce qu'ils ont des gars derrière qui leur disent qu'on va aller faire business ici. Il faut aller et puis tu vas arranger. Et donc, moi, je pense que pour les Africains en général, l'unité, très important. Et il faut être impliqué politiquement, communautairement, politiquement. Et les trucs vont changer. Hopefully, one by one, ça va changer. Je crois en notre Afrique. Et en notre Afrique changé par nous, pas par les gens. Parce que s'il n'y avait pas le potentiel qu'il y avait, c'est que tous ces pays-là ne vont pas. C'est qu'on n'organise pas les sommets États-Unis, Afrique. Un président avec 53 présidents, et tous les sommets Turquie, machin, Italie, Afrique, où tu prends un président, Russie, tu prends un président, tu rassembles 50 combien de présidents qui viennent raconter les trucs. You know. Mais bon, ça a changé. Raoul, merci pour tout. Merci. Vous savez quoi faire, vous savez quoi faire. Ce genre de contenu, c'est les pépites. C'est même plus le diamant, comme on appelle la pierre précieuse au-dessus du diamant là. Ce sont des pépites qui doivent être partagées dans la communauté. Partagées-là. Ce sont des histoires qui inspirent, ce sont des histoires qui créent des leaders de demain. Parce que, comme je l'ai dit souvent, on n'a pas assez d'exemples dans la communauté. De voir quelqu'un qui te ressemble, qui a ton parcours, qui a ton background, qui parle la même langue que toi, qui a certaines difficultés, qui a plus de difficultés même que toi à réussir, c'est inspirant. Partagez, partagez. Puis on se voit à la prochaine vidéo. Et surtout, de ne pas nous combattre. Et travaillons ensemble. Ça, c'est important. Travaillons ensemble. Comme je dis, inspirons-nous du succès de l'autre. Parce que quand tu combats l'autre, tu descends. Quand tu t'inspires du succès de l'autre, c'est pour toi, hein, c'est pas pour l'autre. Quand tu t'inspires du succès de l'autre, tu montes. Comme moi, là, maintenant, je sens que je suis en train de monter. Ouais, je monte. Je vais te monter comme toi. On se voit à la prochaine vidéo, OK? Il faut laisser. Peace.